moi, repousser mes limites, c'est dans mon ADN. J'aime ça. J'aime ça. C'est tellement galvanisant, ça donne tellement d'adrénaline. J'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de me réaliser. Moi, j'ai tendance à voir grand. J'aime ça. J'aime ça. J'ai fait ce choix de vie-là, mais je vais vous montrer que je vais aller jusqu'au bout puis que ça va être un grand succès. Bonjour à tous, je suis Luc et bienvenue chez Coco. C'est une joie pour moi de vous retrouver sur la chaîne Cœur & Co. Comme vous le savez maintenant, chaque semaine, j'ai l'immense privilège de recevoir des personnalités au parcours de vie exceptionnel et hautement inspirant de par leur vision, leur vécu, leur qualité d'être et la mission parfois incroyable qu'ils ont accepté de relever pour nous. Cette semaine, on prend la direction de la diététique à la rencontre d'une nutritionniste workaholic, d'une femme d'affaires passionnée des liqueurs de la terre. Fille d'un père au ministère, c'est en économie de poids qu'elle voulut, elle, faire carrière. Elle qui rêvait une vie de missionnaire, c'est en chroniqueuse d'émissions qu'elle contribua à sa propre mission, celle d'amener de l'humanité à notre propre santé, plutôt que de l'humanitaire pour soigner nos corps malades d'une vie trop sédentaire. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Isabelle Huot. Bienvenue Isabelle. Hey, merci beaucoup, Luc. Quelle belle introduction. Ton texte d'introduction me fait tellement plaisir. C'est si bien pensé, si bien lu. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Alors moi, je suis ravi de t'accueillir. Je te le redis, je te l'ai dit déjà plusieurs fois. Toi qui, depuis des années, représente un peu le soleil de la nutrition au Québec et qui contribue chaque jour à faire connaître et à aider des femmes modernes à aimer leur corps et ne plus se sentir coupables. Alors, je suis vraiment ravi de te recevoir dans cette émission. Et puis, comme c'est la tradition, je me propose de retracer un peu en quelques mots ce que ton parcours a de beau. Alors, Isabelle, tu es docteur en nutrition, femme d'affaires, conférencière, chroniqueuse en plusieurs grands médias et auteure de plusieurs best-sellers dans le monde de la nutrition, la série des Kilos Solutions, Kilo Cardio, Manger, bouger au féminin, et puis cesser de manger vos émotions. Alors, tu es née à Des livres Hall. qui se sont retrouvés, Luc, en France. Manger, bouger au féminin s'est retrouvé avec ma collègue Josée Lavigueur sur le marché français aussi. Et également, cesser de manger vos émotions. Alors, moi, je suis sûr que c'est des bouquins qu'on devrait lire et relire parce que j'en discutais avec Josée Lavigueur, vous avez quelque chose de plus chez nous qu'on devrait un peu récupérer. Alors, tu vois, tu es né donc à Hall, près d'Ottawa, dans l'Outaouais. Ton père était fonctionnaire sous-ministre adjoint au ministère de l'Économie et ta mère adjointe administrative. Tous les deux travaillaient donc pour le gouvernement. Alors, tu passes ta majeure partie de ta jeunesse donc à Candiac, sur la rive sud, de 4 ans à 18 ans. Et puis après, tu pars à Ottawa pour suivre la mutation de ton père. Dans l'adolescence, tu te sens poussé par l'appel du bénévolat, puis tu t'investis auprès de personnes handicapées, puis tu te sens une âme de missionnaire. Tu fais des études de sciences de la santé au Cégep, et puis après, tu rentres à l'Université d'Ottawa en psychologie avec peut-être l'idée de devenir psychologue. Mais finalement, ton envie d'être missionnaire en Afrique t'appelle intérieurement, et puis tu te renseignes sur des programmes d'aide humanitaire. Et comme ces programmes ne commencent pas tout de suite, tu vas entendre parler d'un cursus de nutrition internationale dirigé par Hélène Delille, et tu vas y voir une opportunité pour te spécialiser et puis ainsi pouvoir intervenir en Afrique. Tu déménages, tu suis cette formation et puis tu aimes voyager, tu vas voir du pays, tu étudies à Lausanne, à Londres et ensuite tu suis ta maîtrise d'épidémiologie en Suisse à Genève. Et puis là, ton rêve va être celui de travailler à l'OMS et puis tu vas les contacter à ta façon et puis demander si tu peux travailler avec eux et puis ils vont te proposer d'abord de suivre un doctorat en épidémiologie biostatistique pour avoir tous les outils nécessaires à la conduite des projets sur le terrain. Tu commences ton doctorat et là, ta vie te fait un signe étrange puisque un de tes clients te parachute dans le monde de la télévision en te faisant réaliser une publicité pour un de ses produits, l'ail suractif. Oui. Que se passe-t-il pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi à partir de ce moment-là? Raconte-nous. Hey, j'ai jamais quelqu'un qui connaît aussi bien ma vie et des entrevues. J'en ai faites, Luc, là, j'en ai faites depuis 25 ans, c'est fou.
mais jamais personne a décrit avec tant de détails le parcours et autant de précision sans même avoir relu ou ce que tu allais dire. C'est incroyable, la précision. En fait, à l'époque, j'avais toujours envie de travailler pour l'OMS. Je me suis dit, les publicités que je faisais me permettaient de payer mes études doctorales. Donc, puis j'avais une bourse de doctorat aussi. Donc, ça me permettait de continuer vers mon rêve qui était celui de pas seulement aller mener des missions en Afrique, mais de développer des missions efficaces. Puis l'OMS m'avait bien dit qu'avec ce doctorat-là, ça me permettrait d'avoir justement les outils pour mieux intervenir, en fait, et avoir une portée qui est plus significative dans les pays en voie de développement. Et j'ai commencé après ça à faire de la télé vraiment un peu par hasard, mais surtout de l'écriture. L'écriture parce que je voyageais beaucoup, puis je tentais de payer mes voyages en vendant mes articles à des magazines. Puis on n'avait pas Internet à l'époque, donc j'appelais les magazines et je disais, écoutez, moi, je suis allée au CIAL à Paris, le Salon international de l'alimentation, sur les tendances. Est-ce qu'un article sur le sujet vous intéresse? Et comme ça, ça me permettait de payer mes nombreux voyages qui ont fait partie de ma vie. Et puis, j'ai travaillé dans les médias, tant télé, magazines, radio. J'ai fait beaucoup de radio aussi dans des stations de Montréal et de Québec. Mm-hmm. Et c'est ça. C'est vraiment la carrière a bifurqué vers ce milieu-là des médias par hasard. Puis, je suis encore là, malgré 25 ans plus tard, je suis encore dans ce monde-là en parallèle de l'entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans. À un moment donné, quand même, dans ta vie, tu t'es mis à devenir plus qu'entrepreneuse, quoi, une femme d'affaires. Alors, Kilo Solutions, ça a commencé comment? Oui, en fait, j'ai toujours été travailleur autonome. Puis même à 18 ans, j'avais fondé une petite agence de voyage, j'avais fondé un club de rencontres. Donc, j'ai toujours eu ça dans le sang, là, de partir, de faire les choses autrement, d'innover, de prendre des initiatives. Et dans le monde des médias, je me suis dit, en fait, c'était à 39 ans, donc comme travailleur autonome, j'étais en affaires aussi, sauf que le pas de dire, je dépense de l'argent, j'engage des employés, c'est quand même une décision qui est pas si facile parce que t'engendres des grandes dépenses, puis des fois, ça vient de l'insécurité. Donc, j'ai décidé, c'est ça, il y a 10 ans, de plonger dans le domaine des affaires avec des employés, avec des locaux, avec de la marchandise qu'on achetait, de la tenue d'inventaire et tout ça. Parce que je me suis dit, le monde des médias est un monde très instable. On est constamment sur un siège éjectable. Donc, je ne peux pas miser ma carrière là-dessus. Je vais me diversifier. Et je me suis mis à créer des cliniques, en fait, de perte de poids parce qu'à l'époque, je trouvais qu'en termes de perte de poids équilibrée, il y avait peu de solutions qui s'offraient. Puis j'avais le goût de prendre en charge les gens de la bonne façon avec le volet nutrition, kinésiologie, psychologie et d'avoir une approche globale qui était différente de la popularité des régimes protéinés de l'époque où c'était des laits frappés protéinés qui étaient moins équilibrés puis qui engendraient moins de changements d'habitude de vie à long terme. Donc, j'ai créé des cliniques puis après ça, j'ai créé une gamme de repas sur une boutique e-commerce il y a 10 ans. C'était vraiment novateur parce que vendre en ligne il y a 10 ans, c'est pas comme aujourd'hui où on a plein de solutions d'acheter des solutions en ligne. Et puis, la compagnie, au fil des années, s'est développée avec de plus en plus de produits. Et j'ai même délaissé la partie service, qui était les consultations en nutrition, pour me consacrer à la partie produits. Parce que c'est vraiment ça que j'aime faire, développer les produits, les mettre en marché. Négocier avec les bannières et peut-être un jour me retrouver en France. J'ai essayé l'aventure Costco Paris. Ça n'a pas été un succès, mais ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas avec d'autres initiatives sur le marché français. Alors toi, tu es quand même épidémiologiste, statisticienne de surcroît. Et alors, je me demandais, écoute, pour une première question, je me demandais en fait, à ton avis, quelles leçons on pouvait tirer de cette pandémie qui pourrait... petite leçon qui pourrait nous éviter de retomber dans le futur dans différentes catastrophes. Est-ce que tu crois qu'on est devenu fragile? Est-ce que tu crois qu'on est devenu faible de façon immunitaire? Est-ce qu'on est devenu fragile et faible, à ton avis?
En fait, c'est dur de prévenir une telle contamination dans l'avenir, mais moi, je salue les efforts de développement de vaccins dans un laps de temps qui aurait pris des années dans un autre contexte. Tous les efforts, l'entraide internationale. On a beau mettre de l'avant des méthodes pour augmenter son système de défense naturelle, le système immunitaire, à travers l'alimentation, à travers plein de mesures qu'on peut mettre en place, mais on ne peut pas garantir qu'on sera à l'abri d'une autre crise sanitaire, malheureusement, dans l'avenir. Je pense que c'est ça le constat, mais en même temps, jamais les gens n'ont mis de l'avant tant les mesures préventives qui vont servir à lutter contre la grippe, contre d'autres virus, contre la gastro-entérite, parce que ces cas-là d'infection, il y en a eu beaucoup moins avec toutes les mesures sanitaires qu'on a mis en place. Fait que ça, c'est des acquis qui vont rester et qui vont faire en sorte que les personnes vieillissantes vont avoir moins de grippe. Souvent, il y a des gens qui décédaient carrément de la grippe quand tu avais un système immunitaire si affaibli. Et puis, les mesures qui ont été mises en place dans les centres de personnes âgées où il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de mortalité, c'est là pour rester aussi. Donc, chaque problématique en affaires, c'est pareil, nous donne des outils pour trouver des solutions plus rapidement la prochaine fois qu'on vivra une situation connexe. Quel impact positif a eu la pandémie dans ta vie? Beaucoup. Moi, sur l'entreprise, ça a été très positif parce que sur les ventes en ligne, il y a une croissance incroyable des ventes en ligne. Les gens allaient moins à l'épicerie. Et les gens qui étaient frileux à commander des produits en ligne il y a 5-6 ans, je pense qu'il y a une confiance qui est là, que le repas arrive, même s'il est frais, s'il est congelé, s'il est surgelé, que la boîte, elle arrive à domicile et puis que ça se passe bien. Donc, ça, c'est des acquis. Moi, ça a été très bénéfique. On n'a jamais fermé. On était considéré service essentiel. Donc, nous, le travail à la maison, on ne l'a pas vécu. On est à temps plein au bureau depuis 1 an et demi. Donc, je n'ai pas senti côté travail un impact, sauf que j'ai fait mes chroniques télé par Zoom ou par FaceTime. Mais sinon, l'impact, c'est plus évidemment sur la vie sociale. Fait que je dirais, moi, comme workaholic, j'ai juste travaillé plus. Au lieu d'aller souper avec des amis, mais je travaillais 4 heures de plus par jour. Fait que pour moi, ça a été une année portée sur le travail, je dirais. Alors, tout à l'heure, on reparlera de ça parce que j'ai trouvé un petit truc qui va t'intéresser sur justement cette capacité de beaucoup travailler, mais aussi le fait qu'il y a eu ce changement drastique et puis du jour au lendemain, il n'y a plus de grandes marques qui font des événements le soir auxquels tu peux participer. On va en reparler après parce que moi, je pense que ça n'a pas complètement été anodin pour toi. On va en discuter. Alors, en fait, je voudrais savoir, la plupart des invités de cette émission à qui j'ai posé cette question que je vais te poser maintenant ont vécu une certaine étrangeté au début de mars 2020, au début du confinement. Et je voudrais savoir si tu as vécu la même chose. Je voudrais savoir si tu as été étonné pendant les premiers mois de confinement d'un comportement de toi que tu n'avais pas eu depuis très longtemps. Peut-être justement le fait que moi, j'allais comme personnalité publique dans énormément d'événements. Donc, j'avais 3-4 soirs d'événements où je quittais le bureau pour aller à un lancement de resto, un lancement de livre, une dégustation de vin. Et là, je me suis retrouvée vraiment à temps plein, partir du bureau, aller à la maison. Puis, ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai adoré ça. Et que maintenant, les soirées jet set, les tapis rouges que je faisais tellement à l'époque, ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. J'aime ça, être tranquille à la maison. J'aime ça. J'aime la tranquillité comme je travaille vraiment beaucoup, ça me fait du bien de me retrouver chez moi après et d'avoir moins cette vie publique effervescente de restaurants tendance, puis de tapis rouges, puis de lancements incroyables. Donc, ça m'a étonné de moi. Puis même aujourd'hui, les invitations recommencent, puis ça ne me tente pas. Tu as quand même une âme d'innovatrice aussi, hein, je le sens bien chez toi. Et puis, tu es quand même impliqué dans la santé des Québécois. Alors, je me demandais, en fait, si tu voyais ce qui s'est passé récemment comme une sorte de grand reset identitaire, qu'il allait falloir un peu revoir d'urgence notre façon de vivre et puis d'innover dans notre façon d'être aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
On l'a vu avec les entreprises en difficulté. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont fait faillite au cours de l'année. Là, je pense à des magasins de vêtements ou autres. Et ceux qui survivent, c'est ceux qui ont été innovants. C'est ceux qui ont parti leur boutique en ligne. C'est ceux qui ont pensé tout de suite solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne savait pas que la pandémie durait plus d'1 an et demi. Donc, les gens qui ont agi vite. Et ça, c'est vraiment important en affaires justement, tu parles de reset, de dire, OK, on a ce problème-là. Comment qu'on peut innover? Comment qu'on peut lancer des solutions? Et c'est ces gens-là qui survivent aujourd'hui et qui vont très bien. Donc, je pense que ça a ça de positif dans un sens. Puis en même temps, il y a le volet travail à la maison aussi. Les gens voient ça complètement différemment aujourd'hui. Même les grandes entreprises, les tours à bureau du centre-ville de Montréal avec les cabinets d'avocats, de comptables et tout. Maintenant, ça va être 2 jours au bureau et puis 3 jours à la maison. Fait que ça amène une qualité de vie, moins de gens dans le trafic, moins d'impact environnemental avec moins de voitures qui circulent. Donc, ça, c'est des côtés positifs qui sont là pour rester. Le fait que les gens cuisinent davantage aussi parce qu'il y avait plus de temps, moins de temps dans la voiture. Tout ça, c'est des acquis qui sont là pour rester. Isabelle, dans cette émission, on a un petit rite dont je te parlais, un petit rite d'émission qui vient d'un de nos chroniqueurs, un de nos chroniqueurs sulfureux, même français, qui s'appelle Thierry Ardisson. Et alors, oui, tu connais Thierry Ardisson. Alors, c'est un petit rite un peu qui permet d'aller trouver un peu les multifacettes de ta personnalité. Alors, toi qui es un peu une workaholic intelligente et puis une adepte aussi des défis. Alors, je te propose cette petite interview que j'appelle Upside Down, qui est une interview un peu atypique, énigmatique, tu vas voir, quelques questions simples pour découvrir un peu ta profondeur. Alors, ma première question, c'est quel est le défaut qui te sauve la vie? Le défaut qui me sauve la vie. Est-ce que c'est le fait que je suis contrôlante dans ma vie personnelle puis en affaires? Mais ça, faut lâcher prise un peu, mais quand même, c'est bon. Je suis très rigoureuse. Mes attentes sont très élevées par rapport à mes employés, par rapport à mes stagiaires. Donc, est-ce que c'est un défaut, une qualité? Je ne considère pas que c'est tant un défaut en affaires, mais j'ai appris à déléguer beaucoup récemment aussi. Tu sais, j'ai des employés avec moi depuis 10-11 ans. Là. Je leur fais confiance, je délègue beaucoup. Tu sais, avant, je gardais tout pour moi, je contrôlais tout. Maintenant, je fais pleinement confiance. Donc, alors, je voudrais savoir, quelle est ta plus belle erreur? C'est-à-dire, quelle est la chose que tu as fait où tu t'es dit, oh là là, je fais ce qu'il ne faut pas. Et en fait, ça s'est révélé parfait. Ben moi, je considère qu'on fait toujours des erreurs en affaires. J'en ai fait plusieurs, tout le monde en a fait. Mais l'important, c'est de se relever de ça. Puis de chaque erreur, on apprend. Pour moi, une erreur, c'est une occasion d'apprendre. Donc, chaque erreur qu'on fait de s'associer, dans mon cas, avec des gens à qui je faisais confiance, oui, ça, c'est un défaut, ça. Un défaut de faire confiance aux gens naturellement. Là. Moi, j'ai beaucoup tu sais, je fais beaucoup confiance, puis je me suis fait avoir en affaires souvent à cause de ça. Puis là, je tente de me protéger davantage avec des meilleurs contrats, en appelant des gens qui ont travaillé avec ces personnes-là pour avoir des références. Quand j'ai un petit doute, je valide maintenant. Mais quand tu parles des erreurs, écoute, des erreurs, ça nous aide. Ça fait juste nous aider, des erreurs. Que ce soit des mauvaises associations, que ce soit des erreurs plus dans des coûts de revient ou peu importe. Ben regarde, on apprend, puis on ne se fait pas avoir deux fois sur le même problème. Donc, tu sais, c'est important de transmettre ça aux jeunes, que des erreurs, on en fait tous et que c'est correct d'en faire aussi. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas viser la perfection, c'est impossible. Chaque décision n'est pas une décision parfaite, tu sais. Et c'est ça que je dis quand je délègue beaucoup aux employés. Si elles me disent « Oui, mais tout à coup, je fais une erreur », bien, c'est pas grave, j'en fais moi aussi. Faut se faire confiance. Quel est le plus beau conseil qu'on ait pu te faire? Le plus beau en affaires, le plus beau conseil, parce que les conseils qu'on me donne actuellement, c'est d'avoir plus d'équilibre dans ma vie et je les écoute pas tant. Fait que je vais essayer de passer un conseil, genre de prendre du temps pour moi. Fait que ça, je suis pas rendue au stade où je les écoute tant que ça. Un conseil en affaires qui... là, j'ai un super mentor en ce moment que j'adore. C'est vraiment moi, j'ai tendance à
voir grand, puis à vouloir développer vite, puis à vouloir attaquer des marchés, par exemple la France ou même les États-Unis. Puis les conseils qu'on me donne, c'est de peut-être aller plus lentement, mais d'être mieux structuré. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un bon conseil, tu sais, de vouloir aller atteindre tous les marchés très rapidement. C'est peut-être pas l'idéal. On est mieux de bâtir la marque tranquillement puis d'y aller par acquisition saine de marché au lieu d'y aller puis de se dire, bon, ben moi, mon chiffre d'affaires va être multiplié par 10 en 2 ans. Puis, tu sais, c'est juste pas réaliste, là. Ouais, je comprends. Donc, de me ramener sur terre, ça, c'est des bons conseils. Si tu pouvais te cloner, quelle vie mènerait l'autre Isabelle en parallèle? Ben là, j'ai comme 2 emplois. Fait que moi, j'aimerais j'ai comme l'emploi la communicatrice qui m'occupe vraiment beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup de tournages, beaucoup de textes à rédiger. Je suis après rédiger 2 livres, la fille de radio de conférence, puis j'ai la gestionnaire d'entreprise. Si je pouvais me cloner, une serait à temps plein dans com et l'autre serait à temps plein dans la business. Donc, la gestionnaire d'entreprise et la fille des communications. Parce que pour moi, c'est vraiment 2 emplois et c'est ce qui fait que mes semaines, ils sont complètement débordés. Puis si je pouvais me consacrer à un ou à l'autre, ça serait nettement préférable sur ma qualité de vie. Et s'il y en avait une troisième, juste pour voir là, si on sortait un petit peu de la zone de confort, et s'il y avait une troisième Isabelle? Ben, la troisième, elle aurait son vignoble, puis elle aurait son vignoble probablement en Oregon, peut-être en Europe, que les terres sont chères en Europe, et elle vivrait sur son vignoble. Intéressant. Alors, je vais me poser une question. Quelle est la qualité que ceux qui t'aiment voient de toi que tu vois jamais? Ben, la qualité qu'on me dit souvent, c'est que je pense beaucoup aux autres, je veux le bonheur des autres, je m'intéresse aux autres. Ça, c'est ce qui revient le plus quand on me dit, c'est que je suis très optimiste, je suis toujours positive, je suis jamais négative, je suis toujours… je m'émerveille devant tout, en fait. Fait que ça, le fait que mon moral soit toujours positif, c'est ce qu'on me dit de moi. Bon. Si tu pouvais ne plus avoir peur de rien, absolument plus aucune peur, quelle est la peur que tu conserverais quand même pour vivre? Une peur que je… OK. Peur de rien. Je ne suis pas une fille qui a peur dans la vie. Je n'avais pas peur du virus. Je fais de la course automobile. J'aime beaucoup les trucs d'adrénaline. J'ai fait ma licence de pilote professionnel de course. J'aime l'adrénaline. Là. J'aime les sports extrêmes. J'ai pas peur de grand-chose, honnêtement. J'ai pas peur de grand-chose. Même le risque financier me fait pas peur. Fait que j'ai pas peur de l'avenir. Je suis pas une fille qui s'inquiète outre mesure. Est-ce que tu as peur de t'ennuyer? Ah, voilà, c'est peut-être pour ça que je travaille autant, mais j'accepte tout, en fait. Est-ce que j'ai peur de dire non? Peut-être. Tu sais, j'accepte beaucoup trop de contrats, en fait. J'en ai eu un hier, puis je dis, mon Dieu, j'ai pas le temps, c'est impossible, c'est impossible. Ben, je l'ai quand même accepté. Tu sais, j'accepte pas mal tout ce qu'on m'offre. Puis c'est ça, fait que c'est-tu parce que j'ai peur de m'ennuyer? En fait, je suis une fille hyper active. Quand je faisais mon bac, j'avais 3 jobs, puis pendant mes cours, j'avançais les travaux d'un autre cours. Fait que j'écoutais à 40 %, puis je travaillais pour avancer mes trucs, puis j'avais une job le soir pour la fin de semaine. Fait que j'ai de la misère à focusser sur un truc. Là, je me retiens pour pas faire mes courriels parce que je te parle, tu sais, parce que des fois, je fais des entrevues de radio puis je réponds à des courriels en même temps. Donc là, je te tiens sur une seule tâche. Wow! Oui, une seule tâche, pour moi, c'est très, très difficile. J'ai de la misère à focusser sur une tâche parce que j'ai toujours fait plein de tâches en même temps. Plein. Tu sais, moi, je suis pas capable de me faire masser, là, oublie ça, là. Tu sais, j'ai trop de choses à faire. Ma tête est en ébullition constamment. Fait que j'ai constamment mon petit hamster, là, qui dit OK, j'ai ça à faire. En tout cas, on va parler de ton histoire de multitâche, là, de multidossier. J'ai une hypothèse nouvelle à te proposer sur le sujet. Voilà.
Alors, entre-temps, je voulais poser une dernière question par rapport à cette petite interview Upside Down, là. Si tu devais interviewer, toi, Isabelle Huot, que tu as devant toi grâce à Zoom, si tu devais l'interviewer, c'est quoi la première question que tu lui poserais? Puis c'est drôle, je regarde plein de copines qui ont pris leur retraite récemment puis qui me disent ben non, je suis entrepreneur, je ne peux pas prendre ma retraite. Puis mon conjoint me dit la même chose. Tu ne peux pas ne rien faire, Isabelle. Donc, est-ce que je vais réellement prendre une retraite un jour? Je ne suis même pas sûre parce que j'avais 16 ans puis j'avais 3 jobs. Tu comprends? Je suis faite ainsi. Fait que est-ce que la Isabelle, à 65 ans, elle va être capable de dire je suis à la retraite, je lis un livre sur le bord de la mer? Je ne suis pas certaine. Pas sûr, hein, effectivement. Non, je ne suis pas certaine. J'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai l'impression que c'est pas moi de faire ça. Est-ce qu'un jour, je vais être plus zen? Puis tout ça, ça serait la grande question que j'ai. Je vais être où dans 15 ans? Je ne sais pas. Tu dis souvent que tu manques d'équilibre personnel. Tu en parles très souvent dans les interviews. Tu dis toujours, oui, mais bon, mon équilibre personnel, c'est pas ça. On en a reparlé encore tout à l'heure. Et puis, dans ta vie d'entrepreneuse qui est un peu à 100 à l'heure, et ce qui m'a interpellé finalement, c'est qu'il y a quand même une dichotomie en toi, parce que tu parles d'équilibre psycho-alimentaire pour les gens. Toi, tu vis un équilibre particulier. On va pas dire un déséquilibre, mais un équilibre particulier. Oui. Une sorte de c'est bon ça. C'est comme une contradiction un peu subtile chez toi. Mais là, moi, j'ai trouvé que cette contradiction, elle n'était pas une contradiction, mais c'était plutôt. Elle nous disait que, en fait, l'ennui, c'est un des très gros problèmes de notre société, parce que, en fait, la santé, c'est bouger et repousser ses limites. Est-ce que tu crois que c'est vrai, ça? Moi, repousser mes limites, c'est dans mon ADN. J'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de me réaliser. C'est très, très fort en moi. Et je pense que quand tu te réalises, tu peux pas être tanné de ton emploi. Tu peux pas, c'est impossible parce que c'est tellement galvanisant. Ça donne tellement d'adrénaline d'avoir des accomplissements, de signer un gros contrat, tu sais, c'est un déséquilibre, mais en même temps, je dis un déséquilibre par rapport à la moyenne des gens. Moi, c'est peut-être mon équilibre. Parce que, tu sais, c'est sûr que si je me compare, j'ai pas une vie équilibrée. Mais si moi, avec moi, est-ce que je suis bien là-dedans? Bien, c'est sûr que oui. Toi, Isabelle, j'ai l'impression que tu nous dis, mais regardez, en fait, vous voulez pas bouger. Vous voulez pas bouger. Et quelque part, donc, toi, tu dis, bah, moi, je bouge à 1000 à l'heure. Et après, on me dit, bah, je suis pas spécialement faite pour me poser et méditer. Mais en même temps, tu dis, regardez, ma santé, elle suit. Est-ce que tu crois pas que finalement, c'est parce qu'on bouge pas et qu'on n'a pas vraiment une vie à 100 à l'heure que finalement, on est rattrapé par la douleur? Ben, en fait, je pense que ça dépend tellement de la personnalité intrinsèque. On n'est pas tous faits, puis c'est correct. On a chacun notre mission de vie, puis on a chacun ses intérêts, puis tu sais, c'est super correct de moins bouger tant en affaires, puis tout ça. Je pense que c'est un choix qui est tellement personnel. Moi, je suis qui pour juger les autres? Tu sais, je peux pas juger les autres. Mais en même temps, tu peux quand même leur proposer une façon d'être qui leur montrerait une direction. Peut-être pas pour tous, mais Oui, bien, s'ils viennent me voir, pas pour les convaincre, mais si les gens viennent me consulter, puis parce qu'ils ont envie de changer les choses, mais quelqu'un qui n'a pas envie de changer les choses, je peux pas imposer des choses. Il faut que ça vienne de la personne, là. Bien sûr. Alors, tu as quand même un profil de femme d'affaires fonceuse, hein, on en parle là, et puis tu dis avec beaucoup de force que tu aimes aller jusqu'au bout de ce qui est possible, ce qui n'est pas tout le monde qui a ce genre de propos. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu illustres souvent cette détermination en parlant de ce souvenir avec ton tuteur de doctorat qui s'inquiétait que tu n'ailles pas jusqu'au bout de ton doctorat. Et puis, tu disais que tu avais une réaction assez forte, un peu de lionne en disant moi, je vais le faire. Alors, comment tu nourris en toi cette force de vouloir aller jusqu'au bout? C'est quoi qui t'inspire au quotidien? Ouais. C'est drôle parce qu'on dit, est-ce que ça vient de tes parents? Ben non, parce que mes parents ont toujours trouvé que je travaillais trop, puis ils étaient bien déçus que j'aille dans l'entrepreneuriat parce que pour eux, ils me voyaient au gouvernement, à l'OMS, un job de fonctionnaire, 40 heures semaine, le gros salaire. Tu sais, ils comprenaient pas mon choix de vie de prendre autant de risques financiers puis d'aller en affaires, tu sais. Fait que peut-être, je me dis, est-ce que c'est ça qui disait, ben je vais vous montrer que j'ai fait la bonne décision. Tu sais, de montrer à mes parents que j'ai fait
le bon choix parce que mes parents, ils voulaient médecin aussi. Là, avec les notes que j'avais, ils ne comprenaient pas que je n'étais pas allée en médecine puis que j'avais choisi la nutrition, tu sais. Fait qu'ils voulaient, ils m'auraient vu vraiment en médecine, puis ils me poussaient pour que j'applique en médecine, puis ils ne comprenaient pas que je voulais être missionnaire, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est peut-être une façon de dire, ben regardez, j'ai fait ce choix de vie-là, mais je vais vous montrer que je vais aller jusqu'au bout puis que ça va être un grand succès, même si vous me voyez médecin ou que vous me voyez à Santé Canada ou à l'OMS. C'est probablement pour leur prouver que j'étais capable d'aller jusqu'au bout puis de développer une super carrière, même si je n'étais pas médecin. Alors, tu vois, moi, j'ai une impression qui m'est venue plusieurs fois quand je pensais à toi ces derniers jours-là. J'ai eu l'impression qu'en fait, tu étais une personne qui aimait être très occupée. Et oui. En fait, ce très occupé, c'était aussi pour toi une façon de sentir ta valeur et puis l'intérêt pour la vie. Est-ce que tu crois que c'est vrai, ça? Ah, ça se peut. Oui, j'adore ça, être comme ça. Puis j'ai toujours été comme ça. Dès l'âge de 16 ans, j'étais comme ça. Oui, peut-être. Alors, toi, c'est que je me suis dit, en fait, que ton système, en fait, il était autogénérateur de valeur. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si tu veux, tu es une personne qui a donc énormément de dossiers à gérer en même temps. J'ai l'impression que c'est aussi une façon de te protéger ainsi de l'éventualité qu'on te demande autre chose. C'est-à-dire que je pense que tu es une personne très généreuse et en fait, tu vas craindre qu'on te demande encore autre chose. Alors, quelque part, si tu es très occupé, tu es un peu libre. Tu es libre d'être toi. Ah oui, mais je ne suis pas libre, non, parce que je ne refuse pas. Encore hier, j'ai eu le gros mandat professionnel et j'ai eu un autre mandat de bénévolat et j'ai dit oui aux deux. Malgré que je suis super occupée, j'ai dit oui au mandat de bénévolat et oui au mandat professionnel, alors que j'aurais pu dire, ben non, je suis trop occupée, donc ça me protège. J'aurais pu refuser le mandat de bénévolat, mais je l'ai pris quand même. Donc, tu refuses de jamais rien, en fait. Non, c'est ça. Tu le fais bien. C'est ça, même. Oui, ça pourrait me protéger de faire autant de bénévolat parce que je pourrais dire je suis trop occupée, je ne peux plus faire de bénévolat. Mais non. 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 OK. Non. Donc, il faut bien que tu aies un clone, hein? On est d'accord? Il faut vraiment que tu aies Non, c'est ça. Fait que ça me protège pas, quoi qu'il y a des mandats de bénévolat que j'ai fait l'année passée que tu dis, OK, ben je te donne 10 heures, puis finalement, ils veulent 60 heures. Mais là, j'ai dit non. Moi, je t'ai donné 10 heures, j'en ai fait 30. Là, j'arrête. Fait que, je suis quand même capable de dire ça parce qu'on peut pas tout faire non plus, là. Donc, je dis non à certains trucs. Ah, tu dis comme non à certains trucs, OK. Oui, des fois. Pas souvent, mais des fois. OK. Oui, ils le sauront tous. Oui! Alors, c'est vrai que tu dis de temps en temps, puis il y a une autre personne que j'ai interviewée comme toi, je crois que c'est Gaëtan qui en parle, Brouillard. Tu connais Gaëtan? Ah oui, il est super chouette, oui. Alors, je pense que l'histoire de Churchill me parle beaucoup par rapport au fait de dire que le succès, c'est d'aller d'échec en échec, tu sais, sans perdre son enthousiasme. Alors, Dieu sait que les gens à l'extérieur, ils ont toujours l'impression que les gens qui réussissent, ils n'ont pas de problème. Et en même temps, ton histoire, elle est quand même assez incroyable parce que tu as quand même été de nombreuses fois à tomber, de nombreuses fois déçu. Comment tu tiens bon, en fait? Mais je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt. Je suis une éternelle optimiste. Donc, mes moments de découragement étaient très courts. Tu sais, peut-être quelques heures, voire une nuit. Puis le lendemain matin, tu te réveilles puis tu te dis, bon, ben, on se relève puis on continue. Donc, tu sais, ça a vraiment été des mini-périodes plusieurs fois dans mon parcours, surtout entrepreneurial. Mais à chaque fois, je me relevais, puis j'avais encore cet optimisme de se relever puis de continuer. Je sais pas, je pense que c'est vraiment ma personnalité, le fait de s'émerveiller de tout, d'être positive surtout. Je pense que c'est ça qui m'a aidée à travers ces épreuves-là, puis en même temps de te dire, ben, j'apprends des erreurs, donc je ne referai pas cette erreur-là. Fait que, tu sais, c'est comme je disais, c'est comme une occasion d'apprentissage, de dire que, bon, ben, je vais faire moins confiance aux gens. Je vais davantage me protéger. Je vais faire différemment la prochaine fois. Tu dis très souvent, la veille, j'étais sans envie, démoralisé, sans motivation, prêt à tout arrêter. Et le lendemain, c'était le contraire. Oui. Alors moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe chez toi la nuit? Bien, la nuit, je ne dors pas. C'est ça. Okay. Je ne dors pas beaucoup. Je fais beaucoup d'insomnie. Donc, je pense beaucoup la nuit, en fait. Je pense beaucoup.
Et il y a des nuits, je dors 2-3 heures. Beaucoup de nuits, je dors 2-3 heures. Mais je vais avoir 2 nuits dans la semaine où là, je dors 8 heures, puis ça me permet de continuer d'avancer. Mais je pense constamment à des solutions, en fait. Fait que quand j'ai un problème, je pense à des solutions. Puis quand j'ai pas de problème, je pense à des nouvelles idées, des nouveaux projets. Fait que la nuit, c'est assez occupé dans ma tête. Tu dis que, en fait, ton activité de jour peut ou non être positive pour toi. Pendant la nuit, tu dormiras pas et ça va redevenir positif. Et ça, j'aimerais bien que tu m'expliques, est-ce que tu t'es questionné là-dessus? Pourquoi la nuit, quand il n'y a pas de lumière, tu retrouves le sens des affaires? Bien, à chaque problème, il y a une solution. Puis moi, je suis une fille que j'aime réagir dans l'adrénaline. Tu sais, quand on a des problèmes, peu importe les situations, à chaque fois, je me retrouve dans une situation où je dois agir ou penser rapidement. J'aime ça. J'aime ça. Trouver des solutions rapides, éteindre un feu. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit face... ça a été le cas dans des situations où, en Europe, par exemple, j'ai été agressée avec un couteau en dessous de la gorge. Je me suis fait attaquer une couple de fois dans mes voyages. Puis à chaque fois, je garde un sang-froid incroyable. Puis on dirait que, on le sait, hein, sur le stress, comment toutes les fonctions musculaires, comment que tout est en état d'alerte et puis on réagit vite. Puis quand je vis un problème, j'ai un petit feeling comme, OK, on trouve des solutions et j'aime ça. Fait que la nuit, j'essaie de trouver des solutions puis on dirait que j'en trouve. C'est intéressant. Moi, j'étais artiste pendant des années. J'ai fait de la musique. C'est la nuit que je trouvais le meilleur de la musique. C'était pas la journée. Oui, hein? Ouais. Ben c'est ça. La nuit, puis pourtant, je suis une fille du matin. Moi, c'est les petites heures le matin. C'est là où je suis le plus productive en termes de rédaction, notamment. C'est comme ça, mais je te dis, je me réveillais le matin, puis là, j'avais envie d'abattre des murs encore, puis de foncer. Faudrait que tu m'en donnes un petit peu, j'achète bien volontiers cette partie-là de toi. Alors, moi, je t'ai entendu dire aussi que la clé du succès, c'était de persévérer. Bon, t'en parles un petit peu. Persévérer dans ses rêves, dans ses idées. Mais moi, j'ai l'impression que ce que tu nous dis pas aussi, c'est que toi, tu as un nez exceptionnel. Et tu as un nez de sommelier, donc tu as un nez qui sait percevoir des choses subtiles qu'a priori, la plupart des gens ratent. Je voudrais savoir, est-ce que tu as une conscience particulière? Est-ce que tu vois ce sens olfactif dans tes affaires? Oui, j'ai fait des études en vin, puis je me suis super bien débrouillée. Mais est-ce que j'ai un talent exceptionnel au niveau olfactif, au sens propre? Je suis pas certaine parce que j'ai vu plusieurs Masters in Wine qui étaient pas mal meilleurs que moi et des sommeliers aussi, mais j'adore ça. Moi, j'adore ça. Est-ce que au sens... j'ai le nez des affaires, pas tant, parce que en affaires, au contraire, moi, je trouve que c'est le travail qui fait que je peux avoir un succès. C'est pas le sens intuitif, j'ai pas tant l'intuition et le nez, si on veut, de sentir les bonnes affaires. Tu sais, c'est pas si facile pour moi, en fait. Fait que je dirais pas que c'est instinctif de « ça va être une bonne affaire, j'achète ça » ou non, pas du tout. Je dois plutôt travailler puis apprendre de mes erreurs, puis je finis par trouver mon chemin puis les bonnes occasions d'affaires. Je vais te dire un truc qui est une lapalissade. Tu vas dire « bah oui, c'est évident, Luc », mais en fait, non. Et que, en fait, j'ai découvert que ton secret, peut-être, c'est de savoir répondre aux besoins des autres. Oui. Mais en fait, ça paraît complètement bête dit comme ça, mais en fait, c'est carrément un énorme sens des affaires. Quand je t'entendais dire… Oui, tu as raison, parce que dans le sens où mes meilleures idées en affaires me viennent de mes 28 ans de consultation privée où je recevais des gens dans mon cabinet puis qui me disaient « Comment ça qu'il n'y a pas ça sur le marché quand j'ai lancé ma gamme de repas? Comment ça que tu me ferais pas… Tu sais, genre, je disais « Prenez des collations » puis les gens apportaient des gros sacs d'arachides puis ils prenaient tout le sac puis c'était démesuré en termes de calories, de gras. Bien, j'ai dit « Je vais vous faire des petites collations pratiques pour vous. » Donc, chaque idée en affaires me sont venues de mes 28 ans de clinique privée. Répondre aux besoins des gens, de ma clientèle. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? C'est quoi les irritants dans votre vie? Le manque de temps,
le manque d'habileté culinaire. Donc, je regardais les irritants et je développais des solutions, en fait, pour répondre à leurs besoins. Ouais, tu vois, c'est une subtilité, en fait. Hein. Oui. Quelque chose qui dit, oui, alors, je suis là pour la solution. Mm-hmm. Oui, je suis là pour la solution. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a toujours des solutions dans ma tête. Oui, c'est ça. Alors, justement, il y a un truc que j'ai remarqué chez toi, dont je vais te parler, c'est, je te disais hors émission, et donc je le redis pour les youtubeurs, là, j'ai vraiment eu l'impression, en fait, que tu avais en toi une mission de protection, quelque chose de l'ordre de la protection. Et j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui naturellement a envie de protéger les autres, protéger les situations et presque même avoir conscience du danger avant les autres, une sorte de donneuse d'alerte, tu vois. Comment tu sens ton histoire de protection? Ah oui, de protection. Tu sens ça en moi? Ouais, je crois que tu es quelqu'un qui, naturellement, si quelqu'un a un problème, tu vas essayer de le résoudre. Ah oui, tellement. Ouais. Ah non, ça c'est… Non, tu as raison. Autant j'ai eu des employés problématiques qui sont plus avec moi. Le fait que je voulais être missionnaire, on dirait que je veux sauver les gens de certaines situations. On m'a souvent appelée la mère Teresa. Donc, puis tu sais, c'est le cas, même si j'ai un client qui vit une situation particulière, je vais essayer de trouver des solutions pour lui bénévolement. Je vais donner beaucoup de temps sur des personnes qui ont des problématiques, puis j'essaie de les sauver. Tu as raison. C'est arrivé souvent dans ma vie où je vais essayer de trouver les bonnes ressources, puis tant que c'est pas réglé, je suis pas satisfaite. Donc, moi, je l'écris carrément à mon agenda. Fait que les personnes que je suis en train de sauver, j'essaie de leur trouver des solutions, des ressources pour les accompagner. Ouais, t'as raison, ça. C'est de la protection, mais les sauver de situations particulières, de problématiques, de les accompagner, de trouver des solutions. J'ai fait ça toute ma vie, vraiment. Et alors, c'est peut-être pour ça, finalement, que pour pas être trop Mère Teresa, tu te remplis de dossiers pour être sûr que tu n'aies pas trop le temps de sauver l'humanité, en fait. Ouais. Ah non, c'est vrai, parce que quand je suis allée en Inde ou au Vietnam, là, je voulais sauver tout le monde dans la rue, là. C'est fou, là. Tu sais, j'ai tellement donné d'argent aux gens, apporter des vêtements, apporter plein de trucs. Puis là, j'ai dit, je peux pas sauver tous les Indiens dans le bidonville, tu sais. Mais là, j'ai acheté un ordinateur pour l'école dans le bidonville. Tu sais, j'aimerais tellement aider plus. Tu as raison. C'est vraiment de même que je sois, peu importe le pays ou ici, même au Québec. Ouais. Alors moi, j'ai eu ta comparse José Lavigueur dans cette émission. C'est aussi grâce à elle que je te parle aujourd'hui. Et en fait, écoutez, moi, je trouve que toutes les deux, vous avez une sorte de conscience qu'on n'a pas vraiment en France et qu'il serait bien qu'on ait un peu cette histoire du vieillir en santé. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ce vieillir en santé? C'est quoi comment vous voyez les choses, vous? Ah, c'est tellement important parce que vieillir en santé, c'est de garder toute ta mobilité pour continuer à bouger et avoir des belles années de vie. On parle de qualité de vie, là, pas de vieillir et puis de plus être capable de bouger du tout. Puis ça, il faut en prendre conscience parce que ça se prépare. Puis ça se prépare, j'ai 51 ans aujourd'hui, ça se prépare dans la quarantaine, vieillir en santé. Il faut que tu restes actif, il faut que tu manges bien, il faut que tu t'entoures d'un réseau social. C'est toutes les sphères de ta vie qui sont impliquées. Puis quand je visite des centres de personnes âgées, j'en visite beaucoup ces temps-ci, je trouve ça triste de voir les gens isolés, de voir les gens qui bougent plus, qui sont dans un état de santé physique et mentale très affecté. Puis ça m'affecte beaucoup. Fait qu'on est beaucoup, José et moi, en prévention. Puis on est beaucoup d'avoir une image de soi qui est positive, de vieillir en santé puis en beauté, peu importe sa taille, peu importe ses rides, son format corporel, de s'accepter puis de véhiculer aussi une image de diversité. Je crois que tu es quand même une personne qui est quand même passionnée d'apprentissage. Bon, tu n'as pas le temps, hein. Mais j'adore apprendre. C'est ça, ça se voit Tous les soirs, je lis des revues scientifiques. Moi, apprendre, j'adore.
Voilà, bah, ça tombe bien que tu me dises que tu lis des revues scientifiques, parce que justement, c'était le but de ma question. Je voulais savoir quelle était la partie de la science qui t'émerveillait en ce moment. Le microbiote. Le microbiote, c'est les centaines de milliers de micro-organismes qui séjournent dans notre intestin. Et la science est en ébullition sur le microbiote. J'étais en Espagne, un congrès sur le sujet il y a quelques années. Et les micro-organismes vont énormément influencer notre santé physique et mentale. Puis moi, j'aime quand la science est en ébullition parce que chaque jour, il y a des publications d'études, on découvre des nouvelles choses et plus on apprend, mieux on peut intervenir auprès de la population pour freiner le développement de maladies chroniques, améliorer la santé physique et mentale. Donc, c'est un sujet sur lequel je lis beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Je lis dans tous les sujets, en fait, les sujets, le jeûne intermittent, tous les sujets d'actualité. J'aime approfondir, j'aime lire les études scientifiques, et moi, mes lectures de chevet, c'est de la science tout le temps, là. Tu sais, c'est rare. Je lis pas de romans, là, je lis que des études scientifiques. Bah oui, je crois que c'est ton truc, de toute façon. Apprendre, réaliser, aller jusqu'au bout, défoncer les murs, dormir peu. Oui, parce que moi, j'ai hâte de continuer mes études en sommellerie là, pour faire mon autre niveau qui est à temps plein, parce que le monde du vin, c'est un monde d'apprentissage plus fou, plus tu en apprends, plus il y en a à apprendre. Et c'est vraiment, je n'étais pas en nutrition, je serais probablement master in wine parce que c'est un domaine qui rejoint la terre, le processus de vinification, l'influence des sols, la biodynamie. J'adore étudier le vin, puis j'ai hâte d'avoir plus de temps pour continuer les études. Tu penses que ça n'a pas un rapport avec la nutrition, justement? Ben oui, parce que je veux dire, la terre, l'influence des nutriments dans la terre, l'influence de la méthode de culture aussi. Si on est en bio, il y a un petit peu plus, ça influence la vigne, le raisin, ça va influencer les antioxydants qui vont se retrouver à la fin dans ton verre de vin. Et c'est les vignerons. Moi, j'adore visiter des vignerons. Aller partout en Europe ou en Californie ou peu importe. Cette année, comme on pouvait voyager qu'au Canada, on a fait Okanagan Valley dans l'Ouest canadien. D'aller visiter les terres avec des vignerons, des passionnés de la terre, ça me rejoint beaucoup, beaucoup. J'ai hâte d'étudier davantage. Alors, pour finir cette émission, on parlait tout à l'heure de Gaëtan Brouillard qu'on a interviewé juste avant toi. Alors, je lui posais une question que je vais te poser aussi, parce que je pense que tu as une réponse qui va être complémentaire de la sienne. Je lui demandais en fait quel était son regard sur la santé de demain. Et alors, comment tu vois, toi, la santé de demain? Est-ce qu'on a besoin de découvrir la science de la santé du 21e siècle? Bien, je pense que les gens sont de plus en plus conscients de l'influence des habitudes de vie. On voit les jeunes se tournent de plus en plus vers le végétarisme ou le végétalisme. On a de plus en plus de vegans. On pense beaucoup plus à la terre et à l'environnement. Fait que c'est un genre de santé globale, de faire des choix éco-responsables. Ça fait partie de la nouvelle génération, de manger moins de viande ou de pas en manger du tout, de complètement révisiter les méthodes d'agriculture. Tu sais, on est dans une ère de sans OGM, une ère d'impact environnemental de l'agriculture. Donc, on est dans l'agriculture raisonnée ou biologique et tout ça, je sens qu'il y a un virage incroyable du point de vue de la santé ou de l'environnement. Puis ça va influencer, je pense qu'on va vivre plus longtemps en ayant des habitudes de vie comme ça qui sont plus saines, qui reposent plus sur les protéines végétales, sur les légumes. Fait que je vois une meilleure longévité, en meilleure santé parce qu'il y a vraiment plus de connaissances sur l'impact de nos choix de vie sur la santé et les connaissances vont continuer d'évoluer et en même temps, il y a plus de conscientisation, il y a plus d'intérêt envers les choix de vie qui sont sains et tout ça, ça va faire en sorte, je pense, qu'on va vivre plus longtemps en meilleure santé. Isabelle, je te remercie. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cette émission, à tous les youtubeurs. Merci de partager. Alors, si vous voulez retrouver les informations de Isabelle Huot, vous pouvez les retrouver sur son site internet. Vous pouvez les retrouver aussi sur ses réseaux sociaux. On mettra tout ça
en bas de l'émission. Merci à vous de partager et de faire connaître l'émission. Puis, Isabelle, le mot de la fin pour toi, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est de soigner ses habitudes de vie parce que c'est ça, vieillir en santé. Ça serait ta dernière question, mais ça ferait ça. Pensez manger plus de végétaux. Si là, c'est l'experte en nutrition, mettez les végétaux de l'avant, c'est la recommandation qui va faire en sorte justement qu'on pense prévention, longévité. Écoute, je te remercie, c'était sympa. On a passé un super moment. Mais tu es tellement documenté, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, ça fait 25 ans que je fais des entrevues, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi préparé que toi. Jamais. Mais c'est super sympa que tu dises ça. Écoute, ça me écoute, c'est incroyable comment tu te prépares.